Conférence de presse de Magny en Vexin contre Munich par le comte de Paris, octobre 1938. Comme Français placé par naissance en dehors des intérêts et des idéologies de parti, comme homme averti des réalités politiques européennes, comme prince de la Maison de France, passionnément attaché au bonheur et au salut de la patrie et de son peuple, j'ai conscience de devoir faire entendre ma voix au pays. Je conjure les Français d'écouter cet avertissement que nul calcul n'entache. Au lendemain de notre défaite pacifique, du désarroi des hommes et des idées, des passions d'une opinion politique trompeusement informée, un obscur sentiment se dégage. La France serait-elle devenue une nation de second ordre? Cruelle révélation 20 ans après Versailles. Cette capitulation, a-t-on dit, nous a épargné un désastre. Non seulement le diktat allemand est une humiliation sans précédent dans notre histoire, mais il se traduit par un affaiblissement nouveau de nos positions stratégiques. Pesant tous mes mots, je dis cependant que le gouvernement ne pouvait s'en tirer à meilleur compte. Le bluff à la résistance, dans notre situation matérielle, eût été tout aussi criminel que la guerre elle-même. Il est des faits que j'estime ne pouvoir rendre publics. Les responsabilités des mécanismes politiques sont telles que je ne veux pas revenir sur le passé, ni accabler les hommes, mais seulement faire le point. Bilan et perspective offrent un passif lourd et des espoirs précaires. De Versailles à Munich, 20 ans et 350 milliards de francs actuels dépensés pour la défense nationale. Que ces chiffres et ces dates se gravent dans toutes les mémoires. Depuis 20 ans, les deux principes directeurs de notre politique étrangère sont l'assistance mutuelle et l'encerclement de l'Allemagne. Seule une force militaire offensive pouvait servir d'instrument à cette diplomatie. Or, depuis 1925, nos conceptions militaires sont strictement défensives. Munich n'est que le dénouement de cette incohérence. L'Allemagne a pu briser en se jouant la ceinture de sécurité que nous avions édifiée à grand-peine. La Tchécoslovaquie, pierre angulaire de notre construction, est démembrée. Ce qu'il en reste sera demain satellite germanique. Notre puissant voisin s'est ouvert les routes vers l'Est, la mer Noire, le blé et le pétrole. Il coupe l'Europe de sa masse de 80 millions d'hommes. Il nous accule désormais entre trois mers et une barrière montagneuse. Nous n'avons plus de ligne de repli. L'alliance russe est rendue inopérante sans avoir jamais servi. Du même coup, l'Allemagne rejette l'URSS vers son Asie et verrouille sa propre frontière de l'Est. Les rêves les plus audacieux du pangermanisme sont dépassés. Il est des réputations qui pèsent plus lourd que des armées dans la balance des forces. Nous passions pour respecter notre parole et notre signature, et plus encore dans leur esprit que dans la lettre. C'était le fruit de 15 siècles d'histoire, où la puissance de nos armées répondait de la fidélité de nos engagements. Nous avons perdu ce renom en un mois. Pour la France, il n'est pas de cas désespéré, mais les miracles nous étaient propices lorsque la nation y aidait. Parmi tant de pertes, nous avons gagné un répit, sachons l'utiliser. D'aucuns voient dans le recours aux alliances la garantie de sécurité idéale. Il n'est pas d'alliance durable et gratuite pour les pays faibles. À Londres comme à Rome, à Moscou comme à Berlin, les tuteurs feront payer la prime d'autant plus cher qu'ils se sentiront plus indispensables. Notre perte comme notre salut sont d'abord en nous, dans l'efficacité de nos armées, dans l'ardeur de nos volontés,
dans l'élan de nos cœurs. D'autres se résignent au repliement derrière nos frontières naturelles, à la vie en vase clos. Ils se font aisément à l'idée d'abandonner l'Europe à l'Allemagne. Jamais les peuples forts n'ont laissé aux pays de second plan la jouissance de leur empire. Nous serions amenés bien vite à renoncer aux colonies pour nous retrouver seuls un jour face à une Allemagne colossale qui aurait digéré les 2/3 de l'Europe. Dans la voie des renoncements, on ne saurait trouver de limite, car l'Allemagne, ce pays en perpétuel devenir, jamais rassasié, et le pangermanisme, cette dilatation continue, ne s'arrêteront que sur le mur de la force. Quant à la Grande-Bretagne, elle ne soutiendra nos causes que lorsqu'elles seront vitales pour elle. On confond trop souvent chez nous les lignes Maginot avec le Channel. Ainsi, aucune combinaison diplomatique ne nous sauvera de la déchéance si nous ne reconstruisons pas nos forces morales et matérielles. Refaire la France d'abord et vite. Cette conclusion a fait l'objet de maints articles dans la presse. Du socialisme à l'extrême droite, il s'est trouvé, conjonction encourageante, des hommes pour être d'accord sur la formule. Les difficultés surgissent lorsqu'il s'agit d'établir le programme. Quant à sa mise en application, n'en parlons pas. Notre pseudo-parlementarisme, que l'alternance des périodes de décrets-lois et de vacances a détourné de sa mission, ne peut plus bâtir. Par contre, il paralyse les velléités de redressement et interdit que se fasse l'union de tous les Français sous un pouvoir fort et stable qui associerait toutes les forces de la nation aux mêmes responsabilités. Des hommes de bonne volonté, issus de partis opposés, se rencontrent dans la critique, mais lorsqu'il s'agit de recoudre en commun, ils se heurtent à leurs réflexes de partisans et sont paralysés par l'emprise impitoyable de leur politique. Ils ne parviennent pas à mettre debout ce qui serait si simple, un programme d'action tenant compte à la fois des nécessités nationales et des aspirations populaires de justice sociale. La patrie est en danger. Ces Français, hommes politiques ou non, le savent. Mais comment réaliseraient-ils leurs aspirations sans le fédérateur incontesté qui leur rendrait le courage de rompre les amarres avec le passé? Nous pouvons seuls jouer ce rôle de fédérateur et avec tous les Français refaire la France. Avec nous, il n'y aura pas de vainqueurs ni de vaincus, d'oppresseurs ni d'opprimés. Nous seuls apporterons la continuité sans laquelle les grandes œuvres ne voient pas le jour. En dehors de la monarchie, la France se voit contrainte au choix entre la déchéance ou la dictature d'un parti. Mais quelle faction peut tenter sa chance aujourd'hui? Droite et gauche s'équilibrent. À l'intérieur même des partis, les clans s'affrontent. Le pays semble condamné à la paralysie progressive, née du heurt stérile d'efforts qui, harmonisés et coordonnés par la monarchie, nous tireraient du chaos. Les peuples ne meurent pas toujours sur les champs de bataille. Je supplie mes compatriotes de réfléchir à nos destinées et de se rappeler que nous ne disposons que d'un sursis de catastrophe. Je plaide seulement la cause de la France, je ne pense qu'à mon pays. Avant d'être prince, un prince de la maison de France est français. Il souffre davantage encore des malheurs de sa patrie que de l'impuissance à laquelle il est condamné. Et si, par impossible, aujourd'hui surgissait une équipe qui travaille à rendre au pays la sécurité dans l'honneur et la prospérité dans la justice, sans supprimer nos libertés au nom d'une mystique totalitaire, elle aurait bien mérité de la patrie. Mon cœur et ma conscience m'ont dicté cet appel que, désormais, les Français et leurs gouvernants prennent leurs responsabilités et que Dieu sauve la France.